Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire sur le verdissement des milieux de vie. Je m'appelle Pierre-Luc Barry, je suis le chargé de projet responsable de la table de concertation Laval-Zen. On est ici en fait aujourd'hui parce qu'en collaboration avec le Conseil régional de l'environnement de Laval et Laval-Zen, on s'est associé à la campagne Réduire notre empreinte. C'est une campagne qui est portée par l'organisme Vivre en Ville. C'est une campagne qui est déjà lancée depuis plus d'un an, en fait, puis où les 10 grandes villes au Québec ont été sollicitées pour faire des activités puis lancer des démarches de sensibilisation, notamment à tout ce qui est lié à la sobriété énergétique ou au verdissement des milieux de vie. Donc, c'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Ce qui est intéressant avec la campagne Réduire notre empreinte, c'est que la campagne s'intéresse à deux perspectives. Une perspective individuelle, donc qu'est-ce qu'on peut faire nous en tant qu'individus, mais aussi une perspective collective. Donc, je vais vous mettre dans le chat, en fait, un lien vers le site Internet de la campagne si jamais vous voulez avoir davantage d'informations pour nourrir peut-être vos réflexions en lien avec l'environnement. Effectivement, il y avait parmi les actions qui sont proposées par Vivre en Ville à travers la campagne Réduire notre empreinte, une des actions, en fait, c'était verdir les quartiers, en fait, puis s'assurer qu'on ait accès à des milieux de vie plus verts, plus végétalisés. C'est la raison pour laquelle, en fait, on a organisé ce webinaire-là et qu'on a avec nous aujourd'hui deux spécialistes. Donc, Émile Forêt, directeur du développement et chargé d'atelier chez Nouveaux Voisins, et Jérémy Bordage, qui est architecte paysagiste et propriétaire de Phytopaysage. Donc, je ne prendrai pas davantage de temps sur ce sujet-là. Donc, je vais tout de suite leur donner la parole. Donc, on va commencer avec avec Émile Forêt, en fait, qui va commencer la présentation. Il y aura une période de questions à la suite si jamais vous avez des questions. Bonjour tout le monde. Merci Pierre-Luc pour l'introduction. Très content d'être ici aujourd'hui, là. Et c'est ça, en plus, moi et Jérémy, on s'en vient presque un ben, là. On a déjà fait une présentation similaire il y a un an, aussi encadrée par Pierre-Luc, là. Donc c'est ça. Moi, aujourd'hui, je suis un peu je vais essayer de répondre plus à la question du pourquoi. C'est pourquoi verdir autrement. Puis Jérémy, lui, va embarquer vraiment avec le comment, puis les expériences terrain qu'il a avec son entreprise. Sans plus tarder, je vais lancer ma présentation. Et je ne vous verrai plus à ce moment-là. Donc, s'il y a quelque chose, faites-moi signe verbalement. Donc, voilà. Donc, parler du pourquoi, c'est parler d'abord de l'état du vivant et des potentiels de régénération, qui sont, entre autres, finalement, peut-être une autre façon de parler de verdissement en ville. Et je vais juste me partir un petit chronomètre pour pas exagérer, comme d'habitude. Donc, c'est ça. Nouveau voisin, donc l'organisme que j'ai cofondé, notre mission, c'est de contribuer à régénérer les relations entre les humains et l'ensemble du vivant. Fait que ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut surtout dire que nous, on met l'emphase sur cette idée de relation, sur cette idée de régénération. Donc, on n'est pas dans une optique de restauration écologique où on revient à quelque chose qui était là avant. On s'en inspire, évidemment, mais c'est aussi de reconnaître que nos milieux habités ont été massivement transformés, puis il y a des solutions à inventer, à innover. Et pourquoi on parle de relations, c'est qu'effectivement, ça se conçoit dans des espaces donc de verdissement, mais ça se conçoit aussi dans des gestes, dans des nouvelles habitudes, dans des nouveaux quotidiens qu'on essaie de promouvoir avec notre organisme. Fait que pour y arriver, c'est ça, on accompagne des citoyens, des citoyennes, des acteurs, actrices publiques dans le domaine de l'architecture de paysage et plus largement de l'écologie urbaine, donc dans des différentes formes de stratégies de recherche ou de politique publique. Je vais passer vite là-dessus, là, mais on aime bien, c'est ça, on a comme 4 valeurs là, qui nous guident, là, entre autres la joie. Là, puis je pense que c'est important d'en parler, notamment dans un événement comme ça. C'est-à-dire que cette fameuse transition socio-écologique-là, elle demande évidemment des sacrifices, mais ça n'a pas besoin d'être tout à fait désagréable et comment je dirais, et esthétiquement non intéressant. L'idée, c'est d'avoir du plaisir dans toutes les approches que Jérémy va vous parler et que moi, je vais vous parler aujourd'hui. Puis d'apprivoiser cette nouvelle esthétisme-là qui est une grande source de joie, là, selon nous. On pense aussi que pour arriver à tout ça, ça prend de l'empathie envers nous, mais envers les autres espèces également, de l'audace pour essayer des nouveaux projets, puis de l'humilité, c'est-à-dire que ce qu'on présente aujourd'hui, ça émerge pas de nous aujourd'hui. Il y a 100 ans d'histoire horticole qui ont mené à ça, puis il y avait des approches qui aujourd'hui on peut critiquer, mais qui s'inscrivaient
dans leur époque, comme nous, on le fait. Donc, faut reconnaître ça, puis proposer des nouveaux trucs, mais avec une grande humilité de ce qu'on emprunte, puis de ce à quoi on s'inspire. Nos voisins ont une petite équipe, là, tu sais, là, c'est ça, faut que je mette la présentation à jour, là, mais à la base, c'est ça, c'est Philippe et moi là, qui ont cofondé ça avec un autre ami, Jonathan, mais l'équipe, ça a longtemps été que nous deux. Puis là, on est rendu environ à bientôt 5 personnes là, qui travaillent autant dans le volet architecture de paysage que dans le volet un peu plus recherche. Et là, on rentre plus dans le vif du sujet. Donc, l'état du vivant. On parle souvent de biodiversité, là, la COP 15 à Montréal en a parlé énormément, mais finalement, la biodiversité, c'est une caractéristique du vivant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de biodiversité comme telle, c'est-à-dire que est-ce que notre vivant autour de nous est diversifié, est-ce qu'il est riche, est-ce qu'il est approprié pour les espaces? Puis pourquoi qu'on en parle, pourquoi il y a eu une COP à Montréal à l'automne dernier, c'est qu'on observe un déclin généralisé, accéléré de la biodiversité à l'échelle planétaire. Il y a eu des cycles de déclin à travers l'histoire du monde, mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est ça, c'est celui qu'on vit présentement et s'inscrit dans l'anthropocène, s'inscrit dans un déclin qui est causé par, on va le voir, mais entre autres par nos activités sur la planète, d'où l'importance de verdir finalement, et on va y venir. Mais bon, quelques statistiques là, juste pour se déprimer avant de s'inspirer, là, mais donc c'est ça, il y a 41%, il y a un déclin de 41% des invertébrés à l'échelle mondiale. Certains vont parler de l'Armageddon des insectes, entre autres. 70%, c'est le déclin total de la faune au Canada depuis les années 1950. C'est pas banal. 29%, c'est le déclin de la faune aviaire en Amérique du Nord depuis 1970. Et juste en termes plus territorial, là, il y a 80%, c'est le pourcentage de prairies ou d'espaces vagues naturels éliminés au Québec depuis les années 50. Fait que vraiment un type d'habitat qu'on a tendance à éliminer au profit de l'urbanisation. Et on vient un peu au grand problème, au grand mot, puis qui nous porte tranquillement vers l'idée du verdissement, c'est que la première cause de tout ça, souvent, on va parler, je sais pas, l'utilisation de produits chimiques, de pesticides, on va parler d'espèces très spécifiques à travers la planète ou à travers notre région, comme, OK, bon, telle espèce est en danger, etc., etc. Mais ce déclin généralisé-là est causé, selon l'ONU, par l'urbanisation. C'est notre façon d'habiter le territoire qui gruge et qui fragmente les habitats. Ici, on a la région métropolitaine entre 71 et 2011, où il y a près de 80% des infrastructures naturelles qui ont disparu au profit de l'habitation. Et ça soulève un problème fondamental, mais aussi des solutions. C'est-à-dire que si la première cause de ce déclin, c'est notre façon d'habiter, notre façon d'aménager nos milieux urbains, on est aussi également, on doit faire partie de la solution. Donc, on a le potentiel de régénérer ces territoires-là, de régénérer leur écologie. Et la façon de le faire depuis plusieurs années, c'est cette idée de verdissement. C'est-à-dire que d'un côté, on a, je pense, l'obligation de préserver ce qui nous reste. Je n'ai pas mis trop de statistiques par rapport à ça, mais déjà là, on est avec les nouvelles cibles, par exemple, de 30% qui ont été ciblées à l'automne. La région métropolitaine, si je ne me trompe pas, il reste 24% de milieux naturels. Donc, on est déjà en bas des seuils qu'on s'est donnés. L'île de Montréal, je pense que c'est près de 10% que ce qui reste. Donc, il y a cette nécessité de conserver ce qui reste. Mais pour ce qu'on a abîmé, puis c'est là pour ça qu'on est aujourd'hui, pour ce qu'on a abîmé, il y a cette idée de comment on fait pour régénérer ces écologies-là et comment on fait pour mieux verdir. Fait qu'en termes plus conceptuels, puis encore une fois dans le pourquoi, avant de tomber dans des exemples un peu de nouveaux voisins là, pour vous montrer nous ce qu'on fait, puis en espérant que ça ouvre la porte ensuite avec Jérémy, puis vraiment des approches que vous allez pouvoir utiliser. Je pense qu'il y a deux grandes catégories qui peuvent guider notre action au niveau du verdissement, c'est-à-dire c'est où, puis c'est un peu ce que je viens de dire, mais je pense qu'il faut regarder d'abord chez soi, puis après ça, il faut regarder chez nous, c'est-à-dire que collectivement, chez soi, c'est nos cours avant, c'est nos cours arrière, c'est nos balcons, c'est toutes les fois qu'on a une décision à prendre sur quoi et comment planter, je pense que tout le contexte que je viens de raconter devrait porter nos choix. Après ça, le chez nous, c'est plutôt collectivement en tant que société, c'est quoi les espaces verts qui demandent encore des choix horticoles? C'est quoi les espaces minéralisés qu'on aimerait déminéraliser? Là, il y a tout encore une fois, une série de choix qui devraient être informés par l'état de la biodiversité, puis par un peu une remise en question de nos façons de procéder depuis les 50 dernières années.
Et bon, ben, le comment, comme je disais, ça va plutôt être la deuxième portion, mais je pense que, ce que nous, on invite souvent les gens à faire, c'est expérimenter, c'est innover, c'est-à-dire que ben, c'est pas de faire comme on a toujours fait, c'est plutôt de se poser la question sur comment on fait pour complexifier nos approches, pour mieux supporter, pour mieux assurer l'épanouissement de la biodiversité chez soi. Donc, la portion d'expérimentation, je pense qu'elle est super importante, encore une fois, tant à l'échelle individuelle que collective, pour avoir une autre relation avec la nature, en fait. Voilà, donc pour le reste de la présentation, c'est ça, tu sais, là, on a le grand contexte du pourquoi, deux balises un peu pour savoir comment approcher ce verdissement-là d'une autre façon. L'idée, ça va être et justement, là, vous allez voir, j'ai beaucoup passé à travers des projets publics parce que, encore une fois, l'idée est complémentaire avec Jérémy aujourd'hui. Mais l'idée, c'est de voir, ben, c'est ça, nous, cette espèce de où et de comment-là, comment on l'intègre dans des projets de verdissement, entre autres pour des espaces publics. Puis l'idée, c'est de passer à travers ces projets-là, puis de faire sortir, ben, qu'est-ce qu'on a voulu apprendre avec ça? Puis je pense que de se poser cette question-là, qu'est-ce que nous, on a voulu apprendre, peut ensuite vous inspirer à l'échelle individuelle, puis même à l'échelle plus collective là, à Laval. Fait que ça, c'est notre tout premier projet là, qui est encore en cours aujourd'hui, là, qui est une troisième année qui va débuter. Ça se trouve être les jardins vitrines du parc Jean-Drapeau, qui a été fait en collaboration avec le campus de la transition écologique du parc. Nous, on était responsables de la conception, de la réalisation horticole paysagère, puis de la création d'un parcours éducatif sur le site. L'idée, finalement, là, l'apprentissage qu'on voulait faire, ben, c'était de se dire, ben, comment on fait, on avait beaucoup les cours avant en tête, là, mais comment on fait quand on a des cours avant qui sont que gazonnés, puis que les gens veulent enlever la pelouse ou planter directement dans la pelouse? Comment on fait pour créer des mix de plantes, des communautés végétales faciles à copier-coller? Fait que l'idée, c'était vraiment d'arriver avec une série de jardins qui sont un assemblage de 4 ou 5 végétaux, euh, majoritairement indigènes, mais je dirais qu'il y a quand même beaucoup de cultivars là-dedans parce que l'idée, c'était d'aller chercher quand même des végétaux qui sont faciles à trouver en pépinière dans la région de Montréal. Fait que ça, c'est les 20 premiers tests de l'année 1. Il y en a une dizaine qui ont été ajoutés l'année dernière. Puis là, cette année, ça va continuer. Donc, une trentaine de tests là, qui se trouvent sur le site. Ouais. Fait que ce que ça a donné une série de petits plants. Donc, c'est des plants qui font 2 mètres par 2 mètres. Puis l'idée, c'est vraiment de les voir comme des morceaux d'un jardin que si tu as une grande cour avant, tu pourrais simplement enlever ta pelouse puis venir copier-coller ces plants-là. Fait que sur le site, on a accès au jardin, évidemment, mais il y a un code sur les pancartes que vous voyez ici qui permet d'aller chercher la liste de végétaux. Puis, ben, ces plans-là ont aussi évolué, là, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont été des catastrophes, peu. Il y en a qui ont été des grands succès, mais dans l'idée d'expérimentation, on a comme continué à tester ces 30 jardins-là. Euh, et donc, ça devient comme une base assez facile, finalement, pour des soignants de juste prendre ces plantes-là, puis remplacer, ou en tout cas, du moins, bonifier, enrichir la pelouse qu'ils ont à l'avant. À chaque année, les jardins aussi, ben, ces tests-là permettent d'accueillir des ateliers. Là, on le voit ici à droite avec Philippe puis Laura du campus. Il va y avoir une série encore d'ateliers cet été qui permettent de venir tester, en tout cas partager des apprentissages. Fait que ça va être assez intéressant. Puis j'invite tous les gens à s'informer au moment de cet atelier-là pour venir faire un petit tour. Mais là, on est vraiment dans l'idée de comment on fait pour outiller, pour verdir chez soi avec des recettes qui après ça, ne demandent qu'à être mises à votre main, mais qui sont quand même une bonne base. Puis qu'est-ce que ça donne au final? Tu sais, la pelouse, c'est vraiment un canevas assez vierge, là. Fait que, tu sais, déjà, c'est un environnement que si vous ne l'utilisez pas comme la cour avant, ça peut devenir d'autres textures paysagères. Puis c'est ça que ça donne au final. Tu sais, ces petits jardins-là permettent de créer des nouvelles textures là, qui ont des hauteurs assez variées, là, mais là, on a des exemples justement avec du Shidacherium, avec des Coréopsis, avec de l'origan, avec du Myosotis des champs comme couvre-sol, de la festuc, avec des plantes un peu plus horticoles comme des panicots, des eryngiums. On a un test ici avec de la chelonne, des astères, donc il y a différents tests qui viennent mélanger, c'est ça, des plantes horticoles, mais aussi des plantes indigènes. Là, voilà. Un projet, cette fois-ci, qui est un peu dans la même logique, mais à une échelle complètement différente, c'est les îlots de biodiversité du corridor écologique de l'arrondissement sud-ouest, dans lequel, évidemment, est en collaboration avec l'arrondissement, aussi l'Université Concordia, vous allez voir un peu plus tard. Et ça, c'est vraiment
projet massif de verdissement qui, même si à l'échelle publique, je pense, peut aussi inspirer des résidents, Lavallois, Lavalloises. Dans le fond, l'idée de ce corridor-là, c'est de rejoindre le canal de l'Aqueduc avec le canal de la Chine, puis évidemment tout le secteur de l'autoroute 720 qui lie le futur écoparc de la Falaise Saint-Jacques à Montréal. Puis, ben, c'est ça, les îlots de biodiversité, c'est un peu l'idée de comment on fait pour créer des jardins qui viennent peupler les différents parcs pour faciliter le transit de la faune aviaire puis des invertébrés. Et donc, l'idée, ben, nous, on était responsables de la conception, surveillance de chantier, aussi de création du contenu éducatif. Mais la grande apprentissage pour nous là-dedans, puis ça, c'est là que je pense que c'est intéressant pour bien des gens, c'était l'idée d'un design végétal qui fonctionne par des archétypes paysagers. Fait qu'on est parti de 3 archétypes, là, la forêt, le boisé et la prairie pour venir composer des jardins. Et surtout, c'était l'idée de comment on fait pour verdir des secteurs déjà, encore une fois, déjà gazonnés sans venir perturber le sol. Et donc, l'idée, c'était de planter directement par-dessus la pelouse dans des buttes de compost. Puis, je pense que j'y reviens plus loin sur vraiment comment. Là, fait qu'on va... Mais, donc, c'est ça, des archétypes paysagers. Donc, on est parti un peu de une idée d'un jardin forestier. Là, ça, c'est l'exemple que je donne. Mais comme je l'ai dit, il y en a 3 qui sont déclinés en plusieurs types de jardins. On travaille aussi avec des biologistes, c'est intéressant sur ben, qu'est-ce qu'un environnement comme ça peut faire. Donc, l'idée là, dans un jardin comme ça, c'est surtout de fournir des potentiels d'abri pour la faune. Et donc, bon, c'est devenu un peu ces îles-là, là, ou ces patates, comme nous on les appelait gentiment. Là, mais donc, c'est des îlots qui sont contrairement au jardin vitrine, là, on est vraiment plus dans je dirais, une optique de restauration écologique. Là, donc, le choix des plantes est quand même. Il y a beaucoup moins de cultivars, on est plus dans des végétaux indigènes, mais c'est quand même des jardins. Je pense que ce plan-là le montre très, très bien. Il y a quand même un design d'un endroit où on vient plus ombragé, où on vient mettre justement des astères, puis un endroit plus ensoleillé. Au sud, où là, on est plus dans une logique de verge d'or, on est plus dans différents types de verge d'or. On est plus dans une logique avec des arbrisseaux qu'on va mettre versus l'arrière qui va être plutôt des arbres. Donc, il y a quand même c'est ça, une espèce de volonté d'ordonner cette nature plus sauvage-là. Puis ça, c'est lors de la visite de chantier, fait que c'est quand ça venait juste d'être planté. Mais c'est ça, on est venu, là, je ne sais pas si j'ai. Ok, voilà, c'est ça. On est venu dans le fond, c'est ça. Puis là, je pense que c'est là le bout qui est intéressant. Pour créer ces buttes-là, ce qui a été fait, c'est qu'il y a une tranchée d'environ 1 pied qui a été faite tout le tour. La terre de ce tranchée-là a été mise au centre pour venir créer un fond. Et on est venu rajouter environ, là, ça variait, là, mais entre 400 à 900 mm de compost, si je ne me trompe pas en termes de la hauteur. Là, puis là, ça dépendait aussi de la taille là, des îlots. Mais ce que ça fait, c'est que la majeure partie du sol n'a pas été troublée. Donc, on n'est pas venu perturber finalement la rhizosphère, là, donc la zone de transition entre les racines, d'échange entre les racines, puis tous les minéraux, puis les champignons qui vivent dans le sol. On est vraiment juste venu enrichir pour permettre de s'installer sans avoir de compétition avec la pelouse. Puis quand les racines vont venir tranquillement s'installer, ben là, et que la pelouse va mourir parce qu'il n'y aura plus d'air, plus de soleil, ben, eux vont permettre de connecter avec un sol qui n'a pas été perturbé. Et puis ce genre de stratégie-là pourrait être fait dans une cour avant, une cour arrière. Après ça, il faut vouloir rajouter cette topographie chez soi. Mais bon, on ne parle pas d'une montagne non plus, mais ce que ça l'a permis de faire, ça l'a permis de minimiser les coûts de production. C'est-à-dire que pour faire ça, les gens, faire les tranchées, ça a été super rapide. Puis de maximiser finalement l'argent a été massivement utilisé pour les végétaux. Et donc, ça, c'est un projet qui a 35 000. La deuxième phase commence là, mais il y a 35 000 végétaux là, qui ont été plantés, qui sont implantés pour ces îlots-là. Puis vous voyez, ils viennent vraiment s'installer dans des espaces un peu abandonnés là, en bout d'îlot, etc. Mais donc, pour moi, ça, c'est du verdissement. C'est-à-dire que cette mort de pelouse-là qu'on payait du monde à passer la tondeuse là, 40 heures par semaine, ben maintenant, ils vont avoir une gestion différenciée entre. Donc, on va laisser pousser la pelouse. Puis, on vient vraiment créer des hotspots de biodiversité là, avec une végétation beaucoup plus complexe. Et bon, tout ce projet-là est accompagné avec une série de panneaux informatifs qui ont été faits par la firme Paprika. Et nous, on était responsables du contenu. Et ce qui est super intéressant dans ce projet-là, c'est qu'il y a quand même une petite portion du projet qui est
où on vient financer l'évaluation d'impact de ces jardins-là. Fait que pendant les 3 prochaines années, on va suivre un peu ces jardins-là, puis venir un peu tester l'hypothèse de nous, on pense que c'est cool, puis que ça peut fonctionner, puis que ça peut avoir un impact. Mais là, avec Carly, qui a le Landscape Ecology Lab de Concordia, on va venir essayer de trouver des indicateurs de c'est quoi la plus-value réelle de faire ça. Fait que c'est une grande richesse pour nous d'avoir des alliés comme ça. Et surtout de donner des indicateurs pour nous, mais aussi pour les décideurs publics, de leur dire, ben, tu sais, regardez, écoutez, de prendre la pelouse et de la transformer de cette façon-là, ben, c'est ça la plus-value au niveau écologique et biodiversité qui peut arriver dans votre ville. Donc là, on se dirige tranquillement vers plus des projets résidentiels. Ben, c'est ça. Nous, on a plein de projets publics, là, puis même je finis en parlant d'un autre projet public qui est un peu plus loin de nos contextes. Mais la majeure partie de ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne des citoyens et des citoyennes. Donc, tu sais, on les accompagne dans la conception de leur cours avant, cours arrière, puis certains de ces projets-là, on va aussi les réaliser. Et donc, ben, c'est ça. Je pense que les éléments que je voulais revenir pour les projets résidentiels, de façon encore une fois plus générale, c'était l'idée que ce qu'on essaie de faire, c'est de transformer les contraintes de verdissement en potentiel. Fait que, tu sais, j'ai beaucoup parlé des cours avant à date aujourd'hui, mais tu sais, ça, c'est un projet qu'on vient là, de terminer la conception en cours avant à Longueuil, là, tu sais, dans une vieille banlieue duplex. Puis l'idée, c'est vraiment, ça, c'est toute une cour gazonnée finalement, qu'on vient transformer aussi dans un look vraiment boisé, qu'on vient même un peu changer la monotonie du trottoir droit vers quelque chose d'un peu plus organique. Mais il y avait cette contrainte-là là, de vouloir fitter dans le moule de ce qui était autour. Puis la cliente, elle est comme non, non, moi, je veux autre chose. Puis on l'a transformé en potentiel de créer quelque chose qu'elle ne pratique pas. Même chose, c'est aussi un projet là, de conception qu'on est en train de faire. Mais ça, ce que je trouve intéressant, c'est que c'était une cour qui était complètement gazonnée. Puis l'espace circulaire que vous voyez là, qui est en bois de cèdre pour le moment, mais c'est l'ancienne piscine. Fait que finalement, c'est comme si avant, c'était tout du gazon, mais il y avait une piscine qui compactait le sol au centre. Puis là, on a comme renversé la situation en se disant, ben, le client ne voulait plus avoir la piscine, fait que la piscine devient plutôt le lieu pour les humains pour passer du temps. C'est tout le reste de la cour qui devient un réseau de. En plus, le sol est déjà compacté, donc on n'a pas besoin de le modifier pour mettre cet espace-là. Et c'est tout le reste de la cour qui devient un potentiel de végétation. Fait que c'est ça, donc cette contrainte de la piscine est devenue plutôt le lieu de rencontre et le reste devient un cadeau pour la biodiversité. Puis, ben, bon, ça, le temps, c'est cool, fait que j'ai passé vite, mais tu sais, autre type de contraintes, puis encore une fois, là, je pense que, là, j'en parle de façon très informelle, là, tout ce que je viens de parler, on pourrait plonger de façon plus profonde, mais vous avez compris que, un peu comme ce que Jérémy fait aussi, nous, on s'inspire beaucoup de la nature, finalement, là, pour l'intégrer à nos jardins, puis on essaie de trouver une façon de se dire, ben, comment ce qui se passe en nature, on peut le traduire en jardin. Puis, récemment, un projet qu'on vient juste de terminer, c'est un projet de jardin où on s'intéressait à la notion d'écotone. Donc, écotone, c'est quoi? C'est la transition entre des habitats naturels. Donc, par exemple, une lisière vers une prairie. Donc, entre la forêt et la lisière, il y a un moment d'ombrage qui permet à plein de plantes ben, finalement, c'est un milieu qui est propice à plein de plantes qu'on utilise déjà en jardin, notamment les échinacées. C'est une plante de lisière de forêt à la base parce qu'ils préfèrent avoir un moment de fraîcheur au courant de la journée. Fait que, nous, on part de des idées comme ça pour verdir, puis on essaie de les pousser en mode jardin. Puis ce que ça veut dire, mais ça veut dire de s'assurer que les conditions de cette lisière-là, finalement, c'est que l'entretien, plutôt qu'être de la pelouse qu'on coupe tous les jours, devient plutôt, ben, c'est quoi les conditions de la lisière? C'est un certain degré de luminosité, c'est un certain type de canopée. Et là, ben, le rôle du citoyen ou du cliente, c'est vraiment de conserver, là, de s'assurer que ces conditions-là demeurent stables pour que la sélection végétale s'épanouisse en sous-canopée. Fait que ça, c'est un projet que je trouve intéressant parce qu'il venait approfondir ce type de notion-là. Bon, on a un projet à Sainte-Flavie sur la restauration des berges qui est aussi, dans mon avis, une idée de verdissement, mais un verdissement qui a une autre couleur, vu que là, on est en mode aquatique. Mais je vais m'arrêter là juste pour vous dire, ben, c'est ça. Dans le fond, l'idée de vous présenter le pourquoi, je pense que vous l'avez bien saisi. Puis tous ces projets-là, c'était pour vous montrer que ben, cette idée d'expérimenter chez soi peut prendre plein de couleurs. Mais clairement, le fil conducteur pour moi, c'est de s'inspirer de la nature. Le fil conducteur pour moi, c'est de minimiser les inputs qu'on met dans nos projets, comme le projet du corridor écologique, c'est-à-dire que
comment on fait pour maximiser la biodiversité, mais pas en dépensant une énergie qui est folle, parce que je pense que ça ne ferait pas de sens de dire que la biodiversité, il faut arriver puis tout scraper ce qui est là. Puis il y a comme un paradoxe là-dedans. Il faut arriver avec des méthodes agiles, des méthodes qui sont douces. Puis je pense qu'en s'inspirant de la nature et en se laissant guider par des méthodes douces, c'est là qu'on arrive dans un nouveau type de verdissement qui est peut-être plus régénérateur, comme la présentation le présentait. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Jérémy. Merci à toi, Émile, c'est super enrichissant. Merci pour ces grandes lignes directrices. Je remets dans le chat pour ceux qui se sont joints à nous par la suite, je remets le lien vers le site web de Nouveaux Voisins, si jamais vous avez envie d'en apprendre davantage là, sur les projets qui ont été présentés. Je vous invite à consulter leur site. Donc, je vais donner la parole à Jérémy Bordage. Oui, attends un petit peu. Non, c'est apparemment parti de début. Donc, bonjour tout le monde. Je suis bien content d'être là encore une autre fois. Donc, mon nom, c'est Jérémy Bordage. J'ai fondé une entreprise Phytopaysage qui est, dans le fond, à la base, une production de plantes indigènes du Québec. On les reconnaît, entre autres, parce qu'elles sont essentielles à la biodiversité, excusez-moi. Elles sont très diversifiées, ce qui peut donner vraiment des attraits intéressants dans un aménagement. Et je vous dirais, le plus, c'est que ce sont des plantes qui sont vraiment adaptées ici à nos climats, à divers types de conditions. Il y en a qui sont comestibles, la majorité sont toutes colorées et très florifères, surtout en aménagement quand on se met à les cultiver. Et pour ceux qui s'intéressent, j'offre aussi un service en architecture de paysage qui promouvoit ces plantes-là. Donc, on va aller vraiment au vif du sujet. Le verdissement, c'est quoi? À la base, c'est juste réduire toutes les surfaces minérales, asphalte et béton, afin de le combler à l'aide de végétaux comme gazon, herbacées, arbustes, arbres, conifères. Donc, pour ça, c'est assez simple. C'est sûr qu'on parle au niveau du sol, quand on se met à parler au niveau des toits, du bâtiment ou des murs, c'est une autre game, mais on en parle plus tard. Tout comme bon projet, on doit le préparer, on doit le conceptualiser, comme on a pu voir dans les projets d'Émile. Vous voyez toutes les plans, on commence toujours par ça. Puis selon le cas, par exemple, on doit valider le budget qui est alloué, la disponibilité des matériaux et ressources. Dans le cas d'Émile, il a très bien mentionné, des fois, la disponibilité des végétaux indigènes, c'est pas toujours aisé de les avoir, donc il faut combler par d'autres types de végétaux, ce qui est tout à fait normal. L'échéancier aussi peut avoir un rôle et les autorisations, réglementations. Je m'excuse de t'interrompre, Jérémy. Je pense que dans le partage d'écran, on est fiché juste sur une diapositive. Je pense que tu vas devoir arrêter le partage puis le relancer, en fait, quand tu le sélectionnes pour s'assurer qu'on suit, en fait, le mouvement parce que nous, on restait sur la page titre. À moins que ce soit juste de mon côté qu'il y ait un bug, mais je pense que... Attendez un petit peu. Attends, je veux juste enlever ça. Parfait. Fais juste me dire. Partir du début. OK. Fait que là, en fait, tu fais juste repartager ton écran. OK. Puis normalement, je pense que tu peux avoir accès à... Ils vont te demander quelle fenêtre tu veux, puis t'assurer de bien prendre le PowerPoint. OK. J'espère que ça va fonctionner comme ça. Je l'essaye une dernière fois. À partir du début. Est-ce que vous le voyez? Oui, mais on est encore pris sur une seule page. Je ne sais pas si tu fais bouger la page. C'est ça. C'est parce qu'il m'oblige à faire une autre façon. Bon, Okay, mais... on va y aller de cette façon-là. Je m'en excuse. C'est la première fois que je fais un webinaire de cette façon-là. Donc. Ah, OK, là, ça marche. Là, on va bouger. Oui, OK, parfait. Je veux juste aider la chose. Bon, en tout cas. Donc, la préparation, comme tout bon projet, il faut se préparer pour justement bien planifier l'espace selon nos besoins et tous les éléments qui peuvent entourer le bon fonctionnement d'un projet. Donc, on va y commencer par un verdissement hors sol. Ce qui arrive, c'est que pour certaines raisons, c'est impossible de creuser, soit parce que le sol est contaminé, soit que ça peut redevenir dispendieux. Donc, si on a une surface d'asphalte, ça peut devenir très dispendieux à vouloir le remettre en place. Puis, on peut aussi avoir des restrictions au niveau des autorisations. Dans ce cas-ci, le jardin du bassin Louise à Québec, un projet des urbainculteurs. Donc, vous voyez, c'est des bacs qui ont été disposés sur notamment une surface de béton. Je présume que ça devait être, côté coût, ça devait être moins compliqué de mettre un bac sur cette surface-là que tout simplement démolir aussi. Je ne pourrais pas vous en dire plus à ce niveau-là.
L'autre projet qu'on voit juste en dessous, c'est des smart pots. Donc, c'est des pots. Ce n'est pas un bac, mais un bac, un pot, un bac. Le but, c'est de contenir la plante avec un végétal. Un smart pot, dans le fond, c'est un pot en tissu qui existe différents formats, ici disposé sur un toit vert. Donc, dans ce cas-ci, c'est impossible euh, de creuser pour y planter quoi que ce soit. Imagine, évidemment, un bac, il en existe autant que l'imagination peut en créer et de toute forme, hauteur, toute utilité, même si vous si vous avez un projet où il y a des personnes en chaise roulante, un bac, c'est un produit qui est vraiment intéressant pour ces personnes-là, ou même pour les personnes âgées, entre autres. Évidemment, adapter le bac aux conditions du site et aux conditions du site. Dans ce cas-ci, dans l'image plus à gauche, on a beaucoup plus d'espace, tandis qu'à l'espace de droite, on est beaucoup plus restreint. Donc, on essaie de maximiser l'espace en conséquence dans le format de nos bacs. Comme je vous ai dit, là, je présente seulement un bac de façon normale. Il existe les Smart Pots, mais dans le matériel qu'on peut utiliser, un bac, il y a le bois traité, les bois de cruche, cèdre, bois composite. Évidemment, quand on utilise le bois traité, il faut juste prendre en compte qu'il est traité avec des éléments qui contaminent le sol à son tour. Donc, on évite d'utiliser ce produit-là, même si c'est le moins cher. Il faut aussi savoir que si vous êtes pour planter des plantes qui sont comestibles, ce n'est peut-être pas le meilleur produit. Composite, même si on l'appelle bois composite en tout cas, c'est fait de plastique recyclé. Donc, ça ne va jamais se détériorer. Donc, c'est bon pour un projet qu'on va faire sur une très longue durée. Et pour réunir tout ça, on peut utiliser une quincaillerie en conséquence. Dans ce cas-là, Toja Grid, mais ce n'est pas aucune obligation. Ça peut être même avec d'autres morceaux de bois afin de monter notre bac. Et l'image de droite, en bas, c'est pour démontrer que le bac n'est pas forcément fait de bois, peut être fait en grillage avec des pierres qu'on remplit. Puis, comme vous avez pu voir avec le Smart Pot, ce n'est pas forcément rectangulaire, ça peut être aussi circulaire, ça peut être triangulaire, ça peut prendre toutes les formes. Il ne faut jamais se limiter. Évidemment, dans la conception d'un bac, qu'est-ce qui va prioriser, c'est qu'est-ce qu'on va vouloir planter. De façon générale, on va vouloir planter plus des plantes herbacées / potagères, plutôt que des arbustes ou des arbres. Donc, on va y aller plutôt qu'un pied et demi de haut. Je vous dirais, quand vous remplissez votre bac, juste prendre en considération de prendre un sol qui soit riche afin qu'il y ait une meilleure rétention de l'eau et favoriser également des formes qui sont larges. Parce que ça va, en fait, je vais vous dire à l'inverse, une forme étroite va favoriser l'évaporation, ce qu'une forme plus large va éviter de faire. Évidemment, tout bac doit être muni d'un géotextile afin de séparer on va dire, le bois avec la terre, sinon la terre va finir par faire pourrir le bois. C'est aussi une façon pour retenir le sol à l'intérieur. Et dans le meilleur des mondes, il faudrait aussi isoler le bac. D'une part, la chaleur l'été, les racines détestent ça, la chaleur. Ils préfèrent être au frais. Mais c'est aussi que si vous vous organisez à mettre en place des vivaces, ça, pour protection contre l'hiver, il faut absolument isoler. Puis une couche, c'est suffisant, mais plus on en met 1 à 2 couches de 2 pouces d'épais, mieux c'est. Donc, verdissement au sol, plus traditionnel. J'ai bien aimé la présentation d'Émile avec ses buts de compost. Malheureusement, je ne vais pas vers ça. Mais retenez ceci, par contre, c'est une excellente chose. Donc, dans un contexte, on peut avoir différents contextes. Minéral, plus dans le cas d'une cour d'école, par exemple, ou un contexte non minéral, qu'on retrouve un peu n'importe où, même chez soi, de façon aisée. Ce qu'il faut savoir dans un contexte minéral, c'est qu'il faut enlever cette surface-là et la disposer hors site. On n'a pas chaud, on n'en veut plus. Puis toujours dépendamment de ce qu'on veut planter, on va devoir creuser en conséquence et enlever toute la sous-fondation de notre matière minérale, parce que ça ne va jamais promouvoir la vie, puis les végétaux vont peut-être jamais tenir. Ils vont peut-être survivre, mais ils ne vont jamais vivre. Très important, toujours séparer les différents matériels. Parce que ce qui va se passer, c'est que la surface minérale qu'on désire conserver
va se dégrader, puis c'est peut-être pas forcément ce que l'on veut. Puis on peut aussi également, au niveau du sol, le séparer d'une bordure. Étant donné qu'on enlève vraiment tout le terreau, on favorise encore là une matière qui soit riche en matière organique pour, encore une fois, pour que l'eau puisse rester encore là dans l'aménagement le plus possible. Et toujours dans la même idée que les bacs, allez toujours avec des formes larges parce qu'une surface minérale, ça dégage de la chaleur et ça en accumule et ça en dégage. Et ça va accélérer aussi la transpiration, l'évaporation, excusez-moi, de l'eau du sol. Donc, favoriser toujours les formes les plus larges. Dans un contexte minéral, je vous dirais que c'est à peu près la même idée. C'est juste que là, c'est beaucoup plus simple. Puis, je vous dirais de mon expérience, enlever la terre, comment je peux dire, c'est quasiment un sacrilège. Il faut plutôt travailler avec. Il faut plutôt, si vous le désirez, l'amender un peu. Mais à la longue, les végétaux que vous allez mettre en place, ainsi que l'activité microbienne, va transformer en quelque sorte le sol. Donc, travailler avec le sol plutôt que de l'enlever complètement. Et toujours dans la même idée, travailler avec des formes plus larges plutôt qu'étroites. Et si vous voulez, vous pouvez toujours compléter votre verdissement au sol avec des bacs, tout simplement, pour chercher de la hauteur ou puis chercher un design plus dynamique. Donc, quand les éléments qui sont à considérer quand on fait du verdissement, bien que le gazon, c'est une plante, c'est peut-être pas idéal du point de vue entretien, mais aussi le fait qu'au mois de juillet, août, ça tombe en dormance. Donc, toutes les qualités qu'un végétaux peut donner, le gazon ne peut plus le faire à ce moment-là. Puis pour l'avoir vu chez nous, il fait superbement chaud quand le gazon n'est pas du tout vert. Donc, c'est vraiment pas idéal. Favoriser plutôt la mise en place de paillis pour les allées de circulation. Idéalement pâle, toujours pour éviter d'accumuler de la chaleur. Les annuels, encore une fois, côté coût et côté entretien, on évite ces plantes-là. En contrepartie, on va plutôt favoriser les vivaces. Favoriser également les strates, herbacées, arbustes, arbres, tant d'un point de vue paysager, donc intérêt paysagère tout au long de l'année, parce qu'un arbre et un arbuste va donner un intérêt dans la période comme actuellement, ce qu'une herbacée ne peut pas faire. Mais on vient aussi chercher une certaine diversité dans les types dans les espèces qu'on implante. Ce serait un peu fou de ma part de passer à côté. Planter indigène, c'est la meilleure des solutions. Comme je vais le répéter, c'est des plantes qui sont déjà adaptées à nos conditions. Donc, Dame Nature ne les arrose pas. À part la pluie, on s'entend, mais elle ne les arrose pas systématiquement pour en prendre soin. Elle vit avec ce qu'ils ont. Donc, les indigènes, c'est dans tout projet, c'est le best. Évidemment, la disponibilité peut faire qu'on doit, des fois, s'en aller vers d'autres types de plantes. Mais c'est pour ça que c'est toujours intéressant de valider la disponibilité des végétaux au début du projet. Évidemment, toujours des plantes adaptées, toujours la bonne plante à la bonne place. Chercher aussi à diversifier les plantations, encore une fois, d'un point de vue paysager, point de vue biodiversité. Mais j'ai aussi remarqué qu'un aménagement qui était une monoculture, littéralement, accueillait plus facilement ce qu'on peut appeler les mauvaises herbes. Donc, c'est peut-être pas l'idéal. Densifier aussi, parce que toujours dans la même optique, en fait, en densifiant, on évite d'avoir de nouveaux intrus qui va s'y mettre. Puis, en densifiant, on augmente le nombre de végétaux, donc toutes les qualités qui peuvent en ressortir. Et pour y arriver, on préfère planter en quinconce plutôt qu'en rangée. À gauche, c'est en jet, à droite, c'est en quinconce. Donc, on va préférer cette façon-là. Et dans le meilleur des mondes, créer des biotopes, donc ramener des plantes qui ont, oui, les mêmes besoins, mais qui vivent ensemble déjà naturellement afin de créer un écosystème qui va demander peu d'entretien en bout de ligne. Je représente, vous avez vu cette image-là tout récemment, je ne peux écouter, c'est tout ce que je viens de vous dire, vous le trouvez là. Donc, c'était le meilleur résumé que je pouvais vous donner à ce niveau-là. Et somme toute, ayez du plaisir, il faut avoir du fun quand on verdit. Il ne faut pas voir ça comme une tâche ingrate. C'est vraiment, en tout cas, le verdissement, c'est vraiment intéressant.
L'entretien, je vous dirais, la première année, c'est surtout l'arrosage, donc c'est surtout à surveiller. Un désherbage sporadique, le cas échéant. Je parle de gestion différenciée je prends l'exemple, on va dire d'une école, c'est ce qui est le plus aisé. Donc, on fait un aménagement dans la cour d'école, on fait un aménagement à l'entrée. On va peut-être vouloir mettre plus d'entretien à l'entrée euh, parce que dans le fond, on veut faire une bonne impression comparativement à l'arrière. Évidemment, on ne laissera pas l'arrière de la cour d'école, dans mon exemple, laisser aller. Donc, on va avoir quand même un certain contrôle, mais c'est toujours mettre l'énergie à la bonne place. Donc, verdissement plus particulier, on va aller sur des sujets un petit peu plus pointus. Les murs verts, c'est une beauté. Costa Rica, ça, je l'ai pris, c'était de toute beauté. Le seul clic ici, c'est que ça ne fonctionne pas vraiment, sauf si on joue avec des plantes annuelles, tout simplement à cause du climat. Ça ne peut pas ça ne peut pas. Le climat, excusez-moi, le climat reste le problème ici pour ce genre d'infrastructure-là. On va plutôt tomber dans ce genre d'infrastructure. Là, j'en ai pris deux. Encore une fois, laissez aller votre imagination. Allez sur Pinterest, d'autres affaires qui montrent que ça fonctionne. Ici, à gauche, on a une palette. C'est sûr, dans l'idéal, ça se peut que la palette soit contaminée. J'ai entendu dire qu'une palette qui n'avait pas de peinture n'était pas traitée, donc peut-être aller plus vers ceux-là. Sinon, y aller avec des poches suspendues en image de droite. Je l'ai essayé avec des poches de jeans, des jeans que j'ai recyclés, puis ça, je vous dirais qu'au bout d'une saison ou deux, la terre a complètement désagrégé le tissu. Donc, encore une fois, regardez tout ça, le type de matériau que vous utilisez. Mais encore une fois, il n'y a aucune limite à ça. Je voulais plutôt peut-être vous porter mon attention sur les plantes grimpantes. Donc, les plantes grimpantes, c'est vraiment un élément qui est intéressant parce que ça va venir couvrir le mur d'un bâtiment littéralement. Euh, Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un mur, ben, ça récolte aussi la chaleur, autant qu'un trottoir, qu'une rue et tout ça. On oublie forcément toujours, en fait, très souvent, un mur qui crée aussi un niveau de chaleur. Puis, afin de contrecarrer ça, c'est de mettre une plante grimpante. Mais je vous rassure tout de suite, il ne faut pas avoir peur de ça parce qu'une plante grimpante n'a pas la capacité de détruire un mur. Donc, elle n'est pas en train de percer un mur pour mettre une racine. Non, non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Cependant, ce que je vous suggère, c'est qu'avant toute implantation de plante grimpante, toujours valider la qualité du mur sur lequel il va être implanté. Donc, je vous présente deux plantes grimpantes qui n'ont pas besoin de structure pour grimper. Elles ont comme des griffes, une genre de racines qui viennent s'agripper après les murs. Donc, ça, on les plante puis on les laisse aller. Évidemment, si vous êtes craintif par rapport à ces plantes-là, sachez qu'il y a des plantes qui ont besoin, que je vous présente ici, qui ont besoin d'une structure pour pouvoir grimper. Vous pouvez aussi jumeler les plantes que je vous ai présentées avant. Vous pouvez les jumeler avec ceux-là, comme dans le fond, il y en a un qui grimpe, qui s'agrippe après votre bâtiment. Et puis, les autres vont venir grimper à même la plante grimpante. Donc, on peut avoir, point de paysager, vraiment des intérêts à divers temps différents dans une saison. On peut y aller avec des treillis plus conventionnels, comme ici à gauche, c'est vraiment à gauche, excusez-moi. À droite, c'est vraiment un treillis qui est déposé, on dirait, dans des crochets sur le mur. Donc, la plante grimpante, elle se laisse aller. Sinon, si vous êtes plus artistique, vous pouvez jouer avec des câbles sur différents angles. Puis comme on peut voir à droite, mais ça fait une belle zone, je peux dire, douillet, cosy, avec des plantes grimpantes qui sont en angle. Évidemment, toute structure qui permet que les plantes grimpantes puissent grimper, écoutez, allez-y aisément. Mettez les plantes là où ça peut grimper sur n'importe quelle structure. On va aller vers les toits verts. Donc, dans le fond, encore une fois, des smart pots sur un toit. Ici, c'est une culture de raisin à vin, si je ne m'abuse, sur le toit du Palais des Congrès.
Puis ça semble à fonctionner, je pense, sur plusieurs années, donc c'est vraiment intéressant. Sinon, ici, on a un toit vert conventionnel, donc qui nécessite une structure. Dans notre cas ici, plus résidentiel, ça va être plus un cabanon qui va pouvoir avoir ça. Je vous montre le biscuit d'architecture, donc dans le fond, ce qu'il faut pour faire ce genre d'infra. C'est sûr que actuellement, je n'ai pas les équivalents pour vous à le donner de ce qu'on peut retrouver chez Renault Dépôt, par exemple, mais je sais que ça se fait. Il faut juste chercher plus en détail à ce niveau-là. Évidemment, les végétaux qui vont être utilisés dans les toits verts, c'est vraiment des plantes qui vont résister à la sécheresse, mais qui vont aussi résister au froid, parce que plus on monte haut, plus la température abaisse. Donc, on cherche une zone de rusticité qui soit moindre. Pour finir, les jardins de pluie, donc dans le fond, un jardin de pluie, c'est un jardin qui récolte toute l'eau de pluie. Souvent, ça peut provenir d'une gouttière ou même du profil du terrain. Donc, on cherche à concentrer l'eau à une place donnée. Donc, juste un petit zoom. Donc, on voit qu'un jardin de pluie, ça va nécessiter divers types de végétaux. Donc, certains qui vont apprécier plus d'être les pieds au sec, puis d'autres d'avoir plus les pieds dans l'eau, plus on se concentre dans le bassin. Les éléments à considérer, c'est que tout bassin, idéalement, dans le cas d'un résidentiel ou même de tout bâtiment, il faudrait que ce soit 1,5 minimalement d'un bâtiment. Ça, je l'avais vu d'une réglementation de la Ville de Montréal dans l'arrondissement Ville-Marie. Donc, il recommande 1,5, 2 mètres, je vous dirais que c'est peut-être mieux. Étant donné que la gouttière, à ce moment-là, offre un gros débit, mettez un lit de pierre afin d'absorber le choc de toute l'eau. Évidemment, dans un jardin de pluie, encore une fois, il n'y a pas de limite de design, de comment vous le voulez. Ça dépend toujours du volume que vous voulez retenir. Donc, plus c'est profond, plus ça va retenir de l'eau. Puis, et également, plus vous allez chercher large comme bassin, ça va aussi retenir davantage d'eau. Mais tout ça va dépendre toujours dans le contexte qu'on vient l'implanter. Ces deux paramètres-là devront être... vous allez devoir jouer avec ces deux paramètres-là pour pouvoir donner un projet qui fasse du sens en bout de ligne. Je vous dirais toujours prévoir un point bas vers la rue. Donc, assurez-vous que s'il y a vraiment des pluies diluviennes, qu'au moins le surplus puisse sortir en dehors de votre terrain et non que ça aille vers la fondation, détruire, dans le fond, tranquillement le bâtiment. Assurez-vous d'avoir un terreau qui soit drainant. Le but, c'est d'avoir que ça percole rapidement. Puis, choisissez aussi des végétaux qui supportent autant les conditions humides, mais à la fois secs. Je vous en présente 6 ici, donc des végétaux que je cultive déjà chez nous. C'est sûr, les risques versicolores, je vous dirais qu'ils apprécient beaucoup plus d'être les pieds dans l'eau. Mais par contre, la Lobelia cardinalis, mais les autres peuvent supporter d'être supportent une certaine sécheresse à un certain moment donné. Donc, il existe quand même un certain choix intéressant de végétaux pour ce type de jardin-là. Donc, je vous souhaite une belle été 2023. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup, Jérémy, pour ta présentation. Super intéressant de voir la contrepartie pratique de ce qui avait déjà été identifié. Effectivement, je pense qu'Émile, tu avais une bonne expression tantôt quand tu disais que vous formiez un bon band tous les deux. C'est intéressant. On va passer à la période de questions. Donc, on va cesser l'enregistrement. S'il y avait des questions, je vous invite à lever la main en utilisant le bouton réaction.